La légende raconte que la série Les Anneaux de Pouvoir devient meilleure à partir de la saison 2. Voyons jusqu'où cette légende va. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Pour tous ceux qui me découvrent, je vous envoie immédiatement sur ma playlist consacrée à cette série, mais pas que, puisque vous y trouverez également mon capture clap consacré à la série dans son ensemble pour pointer un petit peu les incohérences, les choses qui ne vont pas. Et pour les autres, nous allons pouvoir poursuivre tranquillement notre aventure. Et j'ai pu constater pas mal de dislikes dans ma dernière vidéo. J'ignorais à quel point la fanbase était aussi récalcitrante. Pourtant, on ne peut pas dire que j'étais de mauvaise foi. Je n'ai fait que relever les bons et les mauvais points. Et force est de constater que les mauvais points étaient bien plus nombreux. Alors flash news, je pense que cette information va vous intéresser. On a déjà les retombées des audiences de ce début de saison 2. En effet, 902 000 foyers américains se sont connectés au cours des 5 premiers jours pour regarder la série. Pour rappel, la saison 1 avait réussi à faire connecter plus d'1,8 million de foyers américains les 4 premiers jours, ce qui signifie que ce démarrage a vu son audience chuter de moins 50%. Pour rappel, l'audience avait chuté de moins 60% au fur et à mesure de la première saison, et forcément il y a une petite remontée pour le début de saison 2, mais quand même moins 50%. Pour vous donner un exemple, la série House of the Dragon saison 2 a vu son audience chuter au démarrage de moins 22% par rapport au premier épisode de la première saison. Donc si dans le plus grand des hasards, Amazon regarde ma vidéo, j'aimerais savoir s'il a vraiment prévu de continuer la série sur 5 saisons. Ah, ça me plairait bien moi. Et oui, ce début de saison 2 n'a même pas réussi à atteindre le million, y compris avec un jour de calcul supplémentaire par rapport à la première saison. Les gens ont l'air d'avoir déserté la série, malgré le fait que beaucoup soient d'accord pour dire que, franchement, il y a du mieux dans ce début de saison. Bref, ça va y aller dans cette vidéo, mais avant ça, pour ceux qui ne le savent pas, je parle d'Ubisoft, d'Assassin's Creed Odyssey, en tout cas d'Assassin's Creed de façon plus large, la sombre, la chute d'Ubisoft. Je dis les 4 vérités, la décadence de la boîte depuis l'intervention de la DEI, des idéologies. Je parle de tout ça dans mon dernier podcast sur mon Patreon. En souscrivant, non seulement vous pouvez l'écouter, mais en plus de ça, vous aurez accès à tous mes autres contenus qui commencent à se compter sur plusieurs heures, où ici j'ai la parole plus libérée. Croyez-moi, je dis des choses intéressantes. La modèle est plate à fond, elle a pas de sein, pas de cul, alors que la meuf de Sailor Blade a un gros cul qui rebondit, et ça c'est bien fait en tout cas, hein. C'est la gestion de la physique des fesses qui bougent quand on marche avec les seins, c'est hallucinant. Par contre, l'argument de ouais, ils ont pris un vrai modèle, c'est de la pisse. Purée. Bref, entrons maintenant dans la Terre du Milieu. Dans ce nouvel épisode, Galadriel se plaint que Celebrimbor ne répond toujours pas à ses textos. Elle compte donc s'y rendre et oui, il serait peut-être temps. Je rappelle que le temps que Galadriel se décide enfin à réagir face à une situation urgente, Celebrimbor lui a eu le temps de se faire manipuler par Sauron, de faire plusieurs allers-retours aux nains pour leur convaincre de forger les anneaux de pouvoir, puis les forger. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. En même temps, il faut dire que Galadriel est trop occupée à bouder du fait qu'Elrond a été promu au-dessus d'elle. Et c'est pas plus mal, car nous connaissons tous sa véritable place. Cuisine! Toutes ces histoires vont nous emmener sur une nouvelle petite aventure. Je trouve ça très rigolo de voir que la saison se réveille enfin par rapport à toutes ces questions autour de la gestion des distances, alors que la première saison abusait au contraire du voyage rapide à la Skyrim. Je vous rappelle qu'à la fin de la première saison, on avait littéralement des téléportations. Et là, attention les gens, attention, pour ne pas être de mauvaise foi, je vais devoir apporter une nuance par rapport à quelque chose que j'ai évoqué il y a un instant. En effet, toutes ces aventures nous expliquent pourquoi Celebrimbor n'a toujours pas été averti de la situation. Donc le fait que Halbrand égale Sauron. Ce dernier a cassé un pont pour forcer les elfes à tomber dans une embuscade, en les faisant prendre un chemin dangereux, donc traverser une forêt où apparemment sommeillent des morts vivants. C'est un petit peu tiré par les cheveux parce que comme toujours, dans l'univers de la Terre des Milieux, tu peux t'imaginer qu'il existe plein de chemins différents. Mais franchement, c'est acceptable parce que c'est complètement dans l'esprit de toutes les histoires qu'avait écrit Tolkien, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans Le Seigneur des Anneaux, avec le fait que Frodon décide de passer par la Moria au lieu de traverser les montagnes parce que c'est trop dangereux. Dangerosité qui a été causée justement par Saruman. Et là aussi, tu pourrais t'imaginer qu'il existe en fait plein d'autres chemins pour contourner, et même quitte à perdre un peu de temps. Question qu'on peut également se poser lorsqu'on voit l'équipe des nains avec Bilbon Saquet devant la forêt. Donc ils vont devoir traverser une forêt pour soi-disant gagner du temps, alors que évidemment que c'est beaucoup plus safe de contourner cette forêt, quitte à perdre un peu de temps pour ne pas prendre de risques. Donc pour le coup c'est ok, même si tu te dis il n'existe pas d'autres moyens de communication en dehors de ça,
Mais c'est pas grave, parce que voilà, on peut s'imaginer que Sauron a trouvé tous les moyens possibles pour couper la communication entre les elfes du Lindon et les elfes des régions. Donc la série va profiter de tout ça pour nous rappeler que Galadriel, quand même, est plus forte qu'Elrond, parce que ce dernier va prendre une décision dangereuse en apparence, étant donné que Galadriel a senti un danger au doigt mouillé. Petit jeu de mots par rapport au fait qu'elle a senti ce danger grâce à son anneau. D'ailleurs, l'anneau va lui conférer les talents de guérisseuse, tel Rey dans Star Wars épisode 9. Oh merde, ça marche! Oh, trop cool! C'est un délire! C'est rigolo de voir qu'en dehors des personnages principaux, tous les autres sont des non-personnages. Pourtant, ils sont suffisamment peu nombreux pour leur donner au moins un petit rôle, de façon à s'attacher à eux ne serait-ce qu'un instant. Ce qui fait qu'on sait très bien que l'un d'entre eux va mourir, et spoiler, ça sera forcément celui dont on se fout. Bon, c'est le Renoir qui meurt avec ça, voilà. Désolé, vous en tirez la conclusion que vous voulez. En tout cas, ne boudons pas notre plaisir, la scène est quand même très stylée. Un peu mou, chorégraphiquement parlant, mais 150 fois supérieur à tout ce qu'on a vu jusqu'ici, parce que, rappelons-le, on n'a jamais rien eu d'efficace au niveau du combat jusqu'ici. Raison pour laquelle, pour l'instant, cette saison est bien supérieure à la précédente, même si ce n'était pas très compliqué. Mais là, voilà, pour cette scène, c'était simple, mais bien. Aventure, ambiance, belle image, très beau plan plus avec ça, et écriture pas trop déconnant. Pareil pour la scène d'action de fin avant que Galadriel rencontre Adar, je trouve ça mou du fiac pour une chorégraphie qui se la joue Matrix et dynamique, mais au moins, ça bouge. Voilà, donc merci pour ça. Bien, maintenant nous allons pouvoir passer aux autres arcs narratifs, selon moi les moins palpitants à tel point que c'est là où j'ai pris le moins de notes. En commençant par ce que j'ai appelé la marche des clodos. En effet, le Clodalf va donc faire la rencontre de Tom Bombadil, un personnage très culte des livres qui normalement aurait dû être présent, me semble-t-il, dans la trilogie de Peter Jackson, mais pour une question de manque de temps de développement de personnage, il ne l'a pas inséré. Et là, mais alors, je visualise déjà les articles jv.com. Vous savez, vu que ça appartient à Webedia et que Webedia participe à la promotion de la série Les Hommes de Pouvoir, juste regardez les articles un petit peu comment ils survolent la série et comment à côté ils descendent HBO, enfin notamment House of the Dragon. J'imagine déjà l'article avec comme titre « La série a corrigé une erreur des films de Peter Jackson en remettant ce personnage ». En tout cas, j'insiste, visuellement c'est toujours très joli. La cabane de Tom Bombadil, c'est un bijou, vous savez, avec les effets de lumière, de lens flare, la richesse du décor, etc. On sous-entend d'ailleurs que sa femme Bédor est quelque part dans les environs. Attention Amazon, attention à l'actrice que vous allez choisir. Jusqu'ici, pour Tom Bombadil, ça marche plutôt bien. De ce qu'on comprend, c'est Tom Bombadil qui va faire prendre conscience la magie à ce Clodalf qui commence à comprendre pourquoi il est ici. En effet, il était envoyé pour affronter Sauron et cet autre magicien bizarre dont on reparlera dans un instant. Mais vu que jusqu'ici cet arc devenait un petit peu trop intéressant, les scénaristes ont jugé bon de les rendre plus chiants avec Nori et Poppy qui font la rencontre de... D'où est-ce que vous venez? Wow! Ben, ma mère m'appelle Merrimack. Ouais, c'est Poppy. Attendez, mais si vous me retirez Nori et Poppy, on est d'accord pour dire que l'histoire avance exactement de la même façon. Bon, j'ai la triste nouvelle de vous annoncer que l'arc des Pieds Velus est bel et bien de retour. Sauf qu'ici, on l'a troqué par ce qu'on appelle les Fortos, qui est l'autre race des Hobbits. C'est pareil, hein. Voilà. En tout cas, dans cette série, c'est pareil. Évidemment, dans les livres, ce n'est pas pareil. Les Fortos sont connus pour être beaucoup plus costauds avec des épaules larges. Là, il n'y a aucune différence physiquement. Sans parler du fait qu'ils ne vivent absolument pas là où ils devraient être, mais bref. Et je fais encore l'impasse sur la mixité technique qui n'a absolument aucun sens, qui écrase tout ce que j'ai expliqué, mais bref. Et c'est là que je me dis qu'il faut vraiment que je vous parle de cet arc narratif. Pour l'instant, il ne sert à rien, et je sais que certains vont me dire « Oui, mais attends, parce que peut-être qu'on comprendra le lien dans la saison 36. » Sauf que selon moi, si on ne fait pas le lien entre les différents arcs présentés dans une seule et même saison, pour moi ça signifie qu'on est sur une mauvaise saison. Là, j'aimerais vous citer l'exemple de Fallout, un contre-exemple. Pour moi, sans être exceptionnel, c'est vraiment une série réussie justement parce que tous les arcs qui nous sont présentés se rejoignent à la fin. Tous les personnages qui nous paraissaient complètement insignifiants au début, à la fin on se dit « Ah, mais c'est pour ça qu'on a autant insisté avec ce personnage au début !» Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, eh bien ce n'est pas la seule particularité de la série parce que moi ce qui m'importait c'était surtout l'aventure avant l'histoire. Mais au-delà de ça, même si l'histoire n'est pas ouf, eh bien elle est ficelée de façon cohérente. Bref, ce récit est entrecoupé de celui de Saruman à Kharesger, alias Dark Wizard, qui est en train de réfléchir. Alors évidemment, quand je parle de Saruman, c'est une blague, quoiqu'il se considère déjà comme un Istar. Donc en fait, niveau théorie, on est assez limité. Et le fait d'en faire un personnage diabolique pour l'instant n'aurait aucun sens s'il ne s'agissait pas de lui, mais ça n'aurait pas non plus beaucoup de sens si c'était vraiment lui. Je rappelle que les Istaris sont en fait les magiciens, normalement censés protéger la Terre du Milieu, dont les plus connus se comptent sur les doigts de la main, donc 5, notamment Gandalf, Saruman et Radagast qui ont été mis en avant dans les films. C'est pour ça que si tu me présentes un Istar diabolique dans cette série, pour moi je vois Saruman. Ça c'est, là on maintient le mystère au même titre
que Gandalf, enfin c'est évident qu'on parle de Gandalf, puisque le Dark Wizard le désigne également par le terme de Istar. Donc on est d'accord pour dire que ce n'est plus un secret. Ce personnage, c'est Gandalf. Il n'y a pas non plus 36 000 Istari. Bref. Et cet épisode est également composé de l'arc de ce que j'ai appelé les survivants. En gros, pour la faire courte, c'est l'arc composé d'Arandir, Isilmou, Théo, ainsi que la nouvelle arrivante, Estrid. Que des personnages que je déteste. Vraiment, je crois que dans cette série, ce sont les personnages que je déteste le plus. Galadriel, je commence à m'y faire, voilà, elle reste un peu à sa place, elle laisse un petit peu les autres se mettre en avant, notamment Elrond, je commence à m'y faire, mais alors ceux-là, non mais laisse tomber. Bref, ce récit commence très bien parce que tout le monde se met à chercher Théo, mais laissez-le crever, on s'en fout. Rappelons que Estrid, le love interest d'Isilmou, s'avère être une disciple d'Adar, et donc en gros elle cache son tatouage en se brûlant. C'est extrêmement discret, hein. Mais pour aller au bout de ce love interest, elle va devoir changer de camp, évidemment. Bon, je vous le dis direct, ce récit ne raconte pas grand chose d'intéressant, d'où l'intérêt de le compenser par des péripéties, par des ents. Est-ce que votre hache a déjà entaillé un être de bois? Amazon met une PLS à Peter Jackson en mettant fin des ents féminins. Bon, tout ça, c'est pas intéressant, on est d'accord. Après avoir vu la trilogie originale plus d'une dizaine de fois, l'histoire des ents, j'en ai personnellement soupé. Et j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de me retaper toute leur aventure d'arbre écolo opprimé. Donc voilà, il retrouve Théo, Isildur se fait cuckhead. Ouais, ça ne change pas d'habitude. Pas pour rien que je l'appelle Isilmou. Le mou, ou le mou. Et tout est bien qui finit bien. Vous savez, même si je vois très bien les efforts, hein, il y a beaucoup d'efforts dans cette saison, je trouve ça quand même vachement pauvre scénaristiquement. Parce que là, on nous met encore plus d'artifices qu'avant, en mettant plus d'action, c'est très bien, mais ça ne camoufle pas la pauvreté de l'histoire, la pauvreté des personnages. Ce n'est pas en rajoutant plein de personnages que tu vas les rendre intéressants. On sait qu'ils ne sont jamais en danger, sauf ceux qui n'ont pas l'histoire, comme par hasard, et qui vont se faire buter. Oui, c'est la chair à canon. Ce qui me donne l'impression de jouer un jeu Ubisoft tellement que toutes les aventures sont lisses, comme une peau de bébé. Mais au moins, ça ressemble à une aventure. Donc, on est sur la bonne direction, et nous allons conclure tout ça gentiment, après la confrontation avec quelques-uns de vos commentaires. J'aimerais revenir sur une chose que beaucoup de gens ont mentionné dans mes commentaires. Vous savez, la scène où on voit un couple d'orques avec un enfant, et ça a fait scandale parce qu'apparemment les orques ne se reproduisent pas comme des humains. Eh bien, il s'avère que si, normalement, dans l'univers de Tolkien, les orques ont différentes façons de se reproduire, de se multiplier, et ce qu'il y a de surprenant dans cette scène, ce n'est pas vraiment ça, c'est plus cette image, la représentation qu'on fait des orques. Il y a vraiment ce côté ouin, regardez, on est un peuple incompris. Le problème, c'est que la série cherche à jouer la carte House of Dragon, donc en rendant les personnages plus gris, plus nuancés, et surtout en dédouanant tout le monde. D'ailleurs, on remarque qu'à partir de la saison 2 de House of Dragon, eh bien, les scénaristes commencent à se noyer dans cette thématique. À force de vouloir rendre les personnages gris, eh bien, plus personne n'est vraiment gentil ou méchant, et on commence un peu à se perdre. Les objectifs commencent à se perdre. Et c'est encore plus choquant quand on parle du Seigneur des Anneaux, qui est connu pour la lumière contre l'obscurité. Les orques sont les méchants, il n'y a pas de doute là-dessus. Et au bout d'un moment, ça commence vraiment à devenir pénible parce qu'on n'a plus de cruauté. Avant, c'était cruel. L'univers du Seigneur des Anneaux était cruel. Là, il n'y a plus rien. C'est fade, c'est aseptisé. Sauron est trop gentil. J'ai vu sur Twitter des gens dire que ah bon, tu trouves que Sauron est gentil, c'est un manipulateur, machin truc. Oui. Là, tu parles du Sauron des livres. Mais dans le contexte de cette série, Sauron est gentil parce que, je rappelle encore une fois qu'il n'a rien à gagner à créer les anneaux pour les elfes. Tout ce qu'il avait à faire, c'était laisser les elfes crever avec la Terre du Milieu pour pouvoir régner par-dessus avec les orques. Et là, on m'a dit que oui, mais lui, ce qu'il veut, c'est manipuler les gens et pas les tuer. Ah ouais, d'accord. Donc, en gros, Sauron, c'est juste un connard. C'est juste un mec toxique. C'est pas un mec dangereux et sanguinaire. Non, c'est un connard. Ça fait toute la différence. Faites des méchants cruels qui ont la classe. Tenez, un méchant que j'ai adoré ces dernières années dans les films et les séries, c'est le méchant du film Les Gardiens de la Galaxie 3. Lui, il avait des objectifs bien précis, ses propres convictions, mais voilà, c'est un personnage cruel, horrible. Et c'est tellement jouissif de voir ce genre de méchant se faire tarter par les gentils à la fin. C'est ça qu'on veut voir. The name's Rocket. Rocket Raccoon. J'aimerais commencer par citer le commentaire de HN Circle. Celebrimbor, un forgeron centenaire, un maître forgeron de talent qui ne sait même pas ce qu'est un alliage, passe son temps à graver des stèles avec du miltril et pleure de joie parce qu'il a réussi à créer quelque chose depuis des centaines d'années. Admets-le, Celebrimbor, tu es une fraude. Très joli. Nous avons ensuite Aegis qui nous dit: en revanche, pour Círdan, il est bien écrit comme ça dans les livres. Exceptionnellement ancien avec une barbe grise,
ce qui est unique chez les elfes qui sont décrits comme imberbes. Son apparence est donc unique. Oui, alors ça c'est un commentaire qui réagit par rapport à ma question que je me posais dans ma vidéo précédente. Est-ce que les elfes sont mortels, oui ou non, puisqu'on voit cet elfe vieux? J'ai donc dû faire mes petites recherches, et en effet la série est plutôt fidèle sur ce côté-là, puisque ce personnage est bien censé ressembler à ça. Du coup je me suis demandé, mais je comprends pas, les elfes sont immortels, oui ou non? Oui ou non? Donc j'ai fait mes recherches, et en vérité Tolkien fait exprès d'être flou sur la question, puisque les livres sont racontés du point de vue des historiens de la Terre du Milieu. Ce qui signifie que théoriquement, eh bien oui, les elfes peuvent mourir de vieillesse. En revanche, dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, donc dans les 3 âges, les personnages n'ont jamais vécu assez longtemps pour voir des elfes mourir de vieillesse. Mais le fait que Círdan soit le seul à être représenté ainsi, puisque c'est l'un des elfes les plus vieux, est une façon de sous-entendre que, eh bien en fait oui, les elfes peuvent mourir de vieillesse, par contre on ne sait pas quand. Et je kiffe ce genre de sujet. Et nous allons finir sur le commentaire de Betty Mez. Avant tout, merci pour ce commentaire, je le cherchais, je descendais parmi les commentaires, je cherchais absolument un commentaire qui remettait en question toutes les incohérences que j'ai citées dans ma vidéo précédente, voir si c'était pas moi qui avais mal compris quelque chose. Et là, tu m'as vraiment étalé tout ce que je voulais voir. J'en avais l'eau à la bouche tellement j'en avais envie. Donc ce commentaire va citer quelques incohérences qui, selon lui, et de mauvaise foi de ma part, en apportant quelques explications supplémentaires. Le mithril redonne à la feuille sa vitalité et tu dis que les anneaux ne sont donc pas utiles. Pour que le mithril agisse, une grosse pépite doit être placée à côté d'une feuille. Il faudrait une quantité énorme de pépites accolées aux feuilles pour développer la vitalité. L'anneau forgé a pour but de décupler le pouvoir du mithril et agir sur l'ensemble de la région. On comprend pourquoi ils ne veulent pas s'en passer. Ta théorie visant à expliquer qu'ils ont fait ça pour copier le Seigneur des Anneaux ne me semble donc pas valide. Alors, je n'ai jamais remis ça en question. Bien au contraire. Je dis juste qu'avec la quantité de mithril qu'ils ont, ils peuvent très bien forger autant d'anneaux qu'ils veulent sans Sauron, et qu'on ne dise pas que oui, pour les elfes c'est différent, ils ont utilisé un alliage très spécial, le dieu de Tagos est magique. Ok, peut-être, mais en tout cas, ça n'empêche pas Sauron, dans ce début de saison 2, de forger d'autres anneaux de ce même type, donc les anneaux de pouvoir, pour les nains et les hommes, toujours pour la même raison, donc le fait que la race s'éteint. Donc, ça ne résout pas mon problème, mais oui, évidemment que faire un anneau, c'est une bonne idée. D'ailleurs, dans la tête, j'avais même d'autres idées, le fait que, par exemple, on construise des tours, différentes grandes tours, avec dispatché tout en haut un alliage en mithril, à différents endroits de la Terre du Milieu, pour bien diffuser la lumière, et chaque peuple devra protéger ses tours sont là pour protéger la race en question. Mais bon, ça c'est juste une autre idée que j'avais en tête. Donc, l'enjeu visant de nous faire croire que les 3 anneaux des elfes sont en fait indispensables, ne marche plus, quand on sait que la quantité de mithril est presque infinie, et que Sauron, lui de son côté, ne se prive pas pour forger plein d'autres anneaux dans ce même début de saison 2. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, il y a plein de solutions, mais c'est un truc de fou, il y a plein de solutions pour régler leurs problèmes. Tout ça parce qu'ils veulent absolument faire un truc un petit peu gris, un peu nuancé. Non les gars, pour ça il faut un talent d'écriture. Deuxième point que je relève sur ce commentaire qui est énorme, je vais pas tout relever mais je relève quand même le deuxième point qui est intéressant. Faire la guerre n'est pas dans la philosophie des elfes. Si les nains ne veulent pas donner leur mithril, les elfes sont prêts à partir. C'est toute la grandeur et la beauté de cette espèce merveilleuse et magique. Ils connaissent le prix et la cruauté de la vie. Il peut vivre ailleurs qu'en Terre du Milieu. Tolkien veillait beaucoup à la distinction des valeurs du bien et du mal. Les elfes ne tuent pas pour du minerai comme le feraient les humains, qu'ils connaissaient comme étant faibles et plus facilement, je dis bien plus facilement corruptibles. Donc ce passage fait référence au moment de ma vidéo où je dis que si les nains refusent de donner un peu de mithril aux elfes, eh bien les elfes doivent faire la guerre, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc si je suis la logique de ce commentaire, ça signifie que les elfes doivent laisser la Terre du Milieu tout entière mourir. Et ce uniquement parce qu'un roi nain en a décidé comme ça. Non, et évidemment que les elfes ne laisseront pas tout le monde mourir uniquement pour la cupidité d'un seul nain. Et d'une façon ou d'une autre, la question ne se pose même pas puisque Durin III accepte de donner son mithril dans ce début de saison 2. Ce qui est quand même vachement expéditif par rapport à tout ce qui avait été installé dans la première saison. Et bref. Troisième point que je relève sur ce commentaire vraiment très copieux, j'insiste, mais il est vraiment excellent, parfait, taillé sur mesure pour ma vidéo, donc je le remercie encore. Et concernant les anneaux, oui, il faut aussi de la magie. Pourquoi la sorcière veut-elle tuer Blanche-Neige avec une pomme empoisonnée quand il lui suffit de la poignarder? Fichtre, ne serait-ce pas pour raconter une allégorie? Pourquoi chercher à être logique partout? Tu cherches à tout décortiquer, chaque point du narratif, et je n'en perçois pas l'importance. Exemple pour l'acteur jouant Hadar, Galadriel qui larmoie, etc. Quelle importance? Mais tu es libre de dire comment tu ressens les choses, moi ça ne me gêne pas du tout. Alors, on s'en fout de Blanche-Neige, voilà. Là je parle vraiment du Seigneur des Anneaux, les règles étaient pourtant claires dans l'univers de base, là on les a changées, et en plus ça bloque l'histoire. Et malgré le fait que l'histoire soit bloquée, eh bien ils usent de facilité scénaristique pour pouvoir continuer à raconter quelque chose. C'est ça que je reproche. Donc on s'en fout de Blanche-Neige...
Quoique, pas tant que ça en fait. Pourquoi la sorcière n'a pas plutôt poignardé Blanche-Neige? Bah, on s'en fout en fait, la finalité est la même, mais surtout, c'est quoi le plus simple entre créer une pomme empoisonnée, tu la laisses manger, tu la laisses mourir, tu pars, voilà, c'est propre, il n'y a pas d'effluve dans le sang, ou poignarder sauvagement alors que tu ne l'avais jamais fait avant et prendre le risque que la personne survive après. Évidemment que l'histoire de la pomme empoisonnée était parfaitement logique dans Blanche-Neige. C'est plus simple, discret et moins menaçant. Enfin, je rappelle que on parle d'une vieille qui s'apprête à agresser physiquement une plus jeune, donc je sais pas, il aurait pu se passer n'importe quoi qui fait que Blanche-Neige serait partie en courant, enfin bref. Je suis désolé, mais cet exemple ne marche tellement pas. Moi, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo de Tropper, qui nous explique vraiment les bases d'une bonne narration, pourquoi un personnage devrait agir de telle façon, et vous allez comprendre à quel point le scénario de base des Anneaux de Pouvoir n'a absolument aucun sens. Comme je l'explique au début, Sauron n'a pour l'instant rien de méchant, parce qu'il suffisait de laisser tout le monde mourir par la cause naturelle. Et j'aimerais ajouter un contre-exemple que je vois beaucoup dans les commentaires. Pourquoi dans la trilogie des Anneaux, Gandalf n'a pas simplement demandé aux aigles de balancer l'anneau dans le feu? Voilà, genre tu leur fais une petite poche, un petit sac. Les aigles en plus, ils peuvent agripper le sac. Hop, ils vont jusqu'au Mordor, ils balancent le sac dans le feu et basta. Ça, c'est la chose qui est le plus revenue depuis que les films sortis. Et pourtant, les explications sont très nombreuses, dont la plus évidente, Sauron surveille les cieux avec son œil. Et en plus de ça, il peut ressentir les choses, même lorsque son œil n'est pas tourné physiquement vers quelque chose. Et comme si ça ne suffisait pas, les Nazgûl contrôlent les cieux sur leur monture. Bref, les cieux, c'est mort, d'où l'intérêt de demander à des hobbits, parce qu'on avait vu avec Bilbon dans l'histoire originale, qu'un hobbit est connu pour sa discrétion, pour le cambriolage. Et Gandalf a aperçu que les hobbits, dont Sam, étaient moins corruptibles par l'anneau. Parce que oui, l'autre argument encore qui m'a complètement retourné la cervelle, tellement que je n'y avais pas pensé avant, mais en fait les aigles aussi sont corruptibles par l'anneau. Si Frodon chevauchait un des grands aigles, à tout moment l'aigle aurait très bien pu se retourner contre Frodon en l'amenant directement vers Sauron. Et oui, c'est ouf. Et cet argument pourrait très bien s'expliquer dans l'histoire de Bilbo et les Hobbits, même si, attention, c'est un peu différent parce que c'est vraiment Peter Jackson qui a donné cette illusion d'enjeu pour que les nains puissent arriver à la montagne. Donc pourquoi les grands aigles ne les ont tout simplement pas emmenés à la montagne? Eh bien de un, parce que les grands aigles ne sont pas des taxis, il n'y avait pas d'enjeu particulier par rapport à cette traversée jusqu'à la montagne solitaire. Les nains, d'une façon ou d'une autre, allaient arriver à cette montagne. L'enjeu était plutôt de savoir si oui ou non ils allaient réussir à affronter le dragon. Et en plus de ça, les grands aigles ont peur des dragons. Et de deux, eh bien même argument, les nains étaient sur une quête initiatique personnelle qui devait faire preuve de discrétion pour ne pas se faire devancer par les elfes. Donc si les grands aigles traversent les cieux avec des nains sur le dos, eh bien c'est cramé. Mais l'argument était quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus frappant dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Bref, je m'arrête ici, on peut maintenant conclure. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire tout le long de la vidéo, il y a du mieux dans cette saison. Il se passe plus de choses, plus de péripéties, mais c'est gangréné par trop de récits et de personnages complètement inutiles. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la saison 2 de The Witcher sur Netflix. C'est tout pareil. C'est tout pareil, avec de l'action, des péripéties, mais une montagne de personnages inutiles et du maquillage complètement ridicule. Les Forteaux au secours. Mais quand même, si je devais faire un choix entre cette saison ou encore la série Netflix The Witcher, je préférerais largement revoir cette saison 2 des Anneaux de Pouvoir, parce qu'au moins c'est joli à regarder. Donc j'ai l'impression que je vais quand même moins m'ennuyer pour le reste de cette saison, mais tous les gens qui commenceront à en avoir marre de tous les artifices qu'on leur envoie en pleine figure pour faire diversion sur ce qui se passe vraiment dans le scénario, finiront peut-être par prendre du recul en se disant « Wow, la vache, c'était vraiment pas ouf !» Et je me suis retrouvé dans aucun personnage. T'auras beau représenter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça ne m'aidera jamais à m'identifier envers qui que ce soit. Mais cela n'empêche que je suis toujours curieux de voir de quelle façon ils vont conclure cette saison 2, et surtout, regardons si les audiences suivent. Bref, de votre côté, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Autrement, n'oubliez pas le lien de mon nouveau podcast en description ou encore commentaire épinglé, juste au-dessus du lien Linktree pour me suivre sur les réseaux. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de me soutenir financièrement, n'oubliez pas qu'il y a simplement le bouton d'abonnement. Pour le coup, c'est gratis. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.